Lundi 1er octobre. Pas plus d'une demi-heure. Sois revenu à 9 heures précises, a crié maman en me voyant filer dans l'escalier pour monter ici. J'ai intérêt à obéir. Aujourd'hui, c'était la rentrée des classes. Augustine a rejoint son école de la rue Saint-Charles. Elle était déçue de ne pas retrouver son institutrice de l'an passé qu'elle aimait tant. La nouvelle lui fait un peu peur. À cause de la baguette qu'elle ne lâche jamais et qu'elle pointe en direction du tableau ou des élèves, a-t-elle raconté. Ma sœur est craintive, mais elle est très appliquée. Je lui ai promis de l'aider à faire ses devoirs le soir. Sur le chantier, on nous répète qu'il ne faut pas traîner. Il faut profiter du beau temps tant qu'il est encore là. Point de discussion, point de bavardage. Autrement dit, c'est comme à l'école. Dimanche 7 octobre, fin d'après-midi. J'aime bien me réfugier ici le dimanche après-midi. La semaine est finie, une autre va commencer. Maman ne prend pas son air pincé quand je lui dis que je monte au grenier. Elle est installée tranquillement près de la fenêtre pour faire ses travaux d'aiguille, avec Augustine à son côté. Aujourd'hui, comme chaque dimanche après le déjeuner, on s'est promené. Le temps était radieux. Les femmes portaient des ombrelles pour se protéger du soleil qui tapait encore fort. Cette fois, on est allé sur les berges de la Seine, du côté du port de Javel. C'est l'oncle Jules qui a voulu aller dans cette direction, alors que moi j'aurais préféré aller au Champ de Mars, voir de près la galerie des machines dont on parle tant. Mais je n'ai pas voulu le contrarier, car il était anxieux. Sa femme, qui est sur le point d'accoucher, était restée seule à la maison. Nous avons longé le quai au milieu de la foule de badauds et regardé les péniches amarrées. Sous nos yeux, les mariniers s'activaient, broussant leurs ponts, étendant leur linge en attendant de repartir. Je les enviais, moi qui n'ai jamais quitté mon quartier. On a longé le pont de Grenelle pour traverser la Seine. Augustine est partie comme une flèche en apercevant au loin la fête foraine du point du jour. Maman, tremblante de peur, s'est mise à courir pour la rattraper. Mais elle s'est arrêtée net, effrayée par l'immense étendue d'eau qui circulait sous nos pieds. L'oncle Jules l'a aidée à avancer. Ma sœur nous a attendus. Et finalement, nous avons ri tous ensemble. À la fête foraine, notre oncle avait retrouvé sa bonne humeur. Il a offert à ma sœur un sucre d'orge et a passé ses nerfs au jeu de massacre. Quelle adresse! Il a lancé les balles sur les figurines après les avoir visées. Pas une n'est restée debout. Ratissée. Nous avons tapé des mains. Puis, brusquement, Augustine a poussé un cri strident et s'est blottie dans les jupes de notre mère. Non loin de nous se dressait un ours noir sur ses deux pattes arrière. Quel choc! Jamais je n'avais vu pareil animal d'aussi près. Aidé par son maître, il a tendu, docile, sa grosse patte. Dans la foule, certains ont osé l'approcher et le toucher. Jules a préféré que nous restions à distance. Nous sommes rentrés tout joyeux de cette promenade. Je n'avais pas vu maman si souriante depuis bien longtemps. Elle est si belle dans ses habits du dimanche, surtout avec son corsage blanc au plastron couvert de fines dentelles. En débouchant dans notre rue, nous avons eu une drôle de surprise. Au loin, un homme courait au-devant de nous, et il faisait de grands gestes avec ses bras pour nous faire signe. Quand il s'est rapproché, oncle Jules l'a reconnu. C'était son voisin, et il a tout de suite compris. « Marguerite, ta femme, elle a accouché !» balbutiait son ami essoufflé, en hachant les mots. « Vite, je t'amène !» J'ai cru que mon oncle allait défaillir. Il était aussi blanc que le corsage de maman. Il a sauté dans la charrette qui attendait devant l'église en nous lançant « C'est un gars, ce qu'on dit !» Nous avons sauté de joie sur le trottoir, et maman, tout émue, a même essuyé une larme. Mercredi 10 octobre. En écrivant cette date, je réalise que je travaille depuis 1 mois déjà. C'est étrange. J'ai à la fois l'impression que c'était hier et il y a très longtemps. Tant de choses se sont passées en si peu de temps. Je me suis bien habituée au chantier, aux tâches que j'ai à effectuer, à mes compagnons qui, finalement, m'ont adoptée. Oh, bien sûr, au début, ils me regardaient avec un drôle d'œil, moi, le chien fou qui voulait fanfaronner en montrant ma force et mon ardeur. Ils m'ont toisé, un peu mis à l'épreuve, remis en place.
À présent, je suis l'un des leurs. À la manière d'un petit frère qu'il faut calmer de temps à autre, mais qui fait partie de la famille et que l'on aide quand c'est nécessaire. Je me sens bien avec eux. Pas de coups bas, pas de jalousie. Ça non. Mais de l'entraide et de la fraternité. Il ne se passe pas une semaine sans qu'ils ne se donnent des coups de main. Aller déménager la vieille mère d'Auguste, partager le casse-croûte avec Émile, dont la femme est alitée, retaper la massure d'Alphonse à Boulogne le dimanche, etc. Un peu comme papa et ses amis couvreurs qui étaient unis comme les doigts d'une main. Ce qui, d'ailleurs, contrariait parfois maman. « Tu pars encore ?» lui demandait-elle avec froideur. « As-tu oublié que tu as une femme et 2 enfants ?» Il aimait rendre service et répondait « Quand on appartient à la même condition et qu'on trime pour ramasser quelques sous, heureusement qu'il reste ça, sinon on serait comme des animaux. » Il disait vrai, papa. Maman gardait les lèvres pincées, mais au fond d'elle-même, je suis sûre qu'elle lui donnait raison. Lundi 15 octobre. J'ai un peu honte de raconter ce qu'il m'est arrivé avant-hier soir. Mais puisque j'écris un journal dans lequel je consigne chaque événement de ma vie, je dois être honnête et dire la vérité. Samedi dernier, c'était le jour de paix. On a tous fait la queue devant le bureau pour recevoir nos sous pour la quinzaine. Comme mes compagnons d'équipe, j'ai empoché mes 4 francs 80 après les avoir bien recomptés. Aussitôt fait, les gars se sont éparpillés comme une volée de moineaux, sauf Auguste, qui m'a proposé de l'accompagner chez le marchand de vin. Il avait le gosier à sec, comme il le dit souvent. Et moi, je n'étais pas pressée de rentrer, puisque je savais que maman faisait un essayage avec la couturière chez une riche cliente du quartier. Le père Dubuffet devait déjà se frotter les mains. Son mastroquet était plein à craquer, le vin coulait à flot, et l'ambiance était à la franche gaieté. Terrassiers, manœuvres, charpentiers et monteurs se mélangeaient dans une joyeuse cohue. Ils jouaient des coudes pour s'approcher du zinc, tandis que d'autres s'entassaient autour des tables en fumant la pipe ou en chantant à tue-tête. J'ai essayé de rester à distance, oublié par Auguste, bien trop occupé à se rincer le gosier. Quand il m'a retrouvée, il m'a obligé à le rejoindre à sa table pour trinquer. J'ai eu la faiblesse de ne pas refuser. Dès lors, les tournées se sont enchaînées et les godets se sont entrechoqués de plus en plus vite. À Monsieur Eiffel hurlaient ses comparses, les chopes levées, puis à l'Alsace-Lorraine, ou encore au général Boulanger. Ma pauvre tête ne pouvait plus suivre, et mon corps encore moins. Il était devenu aussi lourd que les poutrelles que je transporte chaque jour. Comment suis-je arrivée à sortir de cette maudite gargote? Je n'en sais rien. Le champ de Mars était plongé dans le noir. L'air frais m'a fait du bien, même si je titubais comme le dernier des ivrognes. Il m'a fallu un bon moment pour rentrer. La maison était silencieuse. Je me suis écroulée sur mon lit, tout habillée, sans demander mon reste. Ma mère n'a pas desserré les dents de toute la matinée. Elle a juste palpé la poche de mon paletot et récupéré ma paie à laquelle, heureusement, il ne manquait pas un sou. J'ai passé l'après-midi à dormir. Quand elle est rentrée après être allée voir ma tante Marguerite et son nouveau-né, elle s'est approchée de moi, glaciale. « Léon, ton père avait beaucoup de qualités, et une en particulier. Il était sobre. Jamais un verre de trop. Pas une seule fois ivre. Il savait bien que la boisson dans une famille, c'est la misère. Sache que les compagnons de gargote ne sont que des bons à rien. Ne t'avise pas de recommencer. » Puis, elle a tourné les talons. Ces quelques mots m'ont laissé encore plus honteux. Je savais bien que ma conduite la fâcherait. Mais avant tout, je m'en voulais. D'avoir été faible, de m'être laissé entraîner. Et j'en voulais aussi à Auguste. Dimanche 21 octobre. Ouf, un peu de répit. C'est seulement ici, avec mon porte-plume à la main et ce crissement familier sur le papier, que je trouve le véritable repos. Quelle paix, quel bonheur. Depuis quelque temps, l'automne s'est tout à fait installé. Bourrasque, première froidure et petit matin aussi noir qu'au fond d'un puits. La blanchisserie de maman est un poulailler où les clients caquettent en prenant leur temps pour se réchauffer. Par contre, pas besoin de poêle sur le chantier.
On s'agite assez pour avoir chaud. Jamais le travail n'a été aussi intense. Fini le petit train-train de mes débuts. Là, plus question de traîner, de parler, ni même de lever la tête. Les charrettes bourrées à craquer de matériel forment une file interminable sur le pont d'Iéna. Du coup, il faut suivre le rythme, faire travailler ses muscles et décharger au plus vite en suivant les ordres d'Antoine, agité comme un pantin. Là-bas, au pied de la grue, les ferrailles. Attention à leur numéro d'ordre. Pas question d'y mettre la pagaille. Les cordages avec les poulies. Mettez-les en tas dans ce coin. Ils attendront. Et ces planches, c'est l'affaire des charpentiers. Entassez-les là où vous pouvez. Au bout de la journée, à force de l'entendre répéter ces consignes, on a tous l'esprit échauffé. Mais il y a un mérite. On est complètement absorbé par notre tâche. Le chantier s'est accéléré, c'est un fait, et il a pris une ampleur impressionnante. On ne construit plus seulement la tour, ce qui est déjà en soi un exploit, mais on commence à ajouter des installations pour que les visiteurs puissent y monter. Alors, tous les travaux sont menés de front. C'est Antoine, un matin, qui nous l'a expliqué. Au pied du pilier nord, il nous a dit que les terrassiers commencent à creuser un local pour loger la machinerie du premier ascenseur. Et oui, il n'y aura pas que des escaliers pour grimper dans la tour. Il y aura aussi des cabines qui s'élèveront toutes seules et monteront plusieurs centaines de personnes à la fois. Rien que d'y penser, j'ai la chair de poule tant cela me paraît incroyable. Puis notre chef a continué, pour nous préciser que des ouvriers sont aussi à l'œuvre sur la plateforme du premier étage, afin de l'aménager et d'y construire des chalets qui serviront de restaurant. Et sous le plancher, des cuisines et des caves. Des caves en plein ciel, a aussitôt commenté Auguste en ricanant. C'est le monde à l'envers. Non, ça, je demande à voir. On s'est tous esclaffés. Les peintres ont débuté aussi leur travail. Ce sont sans doute eux qui ont le plus à faire. 4 couches de peinture à donner sur les milliers d'entrecroisements de fer en jouant les acrobates sur leurs petites nacelles. Une tâche colossale. Ce qui est remarquable, a ajouté Antoine, c'est que tout a été prévu dans les moindres détails et que tout se déroule sans mauvaise surprise. C'est la force de notre constructeur, M. Eiffel, un grand ingénieur et un vrai magicien. On a hoché la tête pour approuver. Il a raison, Antoine. Eiffel est un grand monsieur, même s'il est dur envers ses ouvriers. Une chose est sûre, on est en train de réaliser quelque chose d'exceptionnel, et ça nous donne du cœur à l'ouvrage. Dimanche 28 octobre. La semaine a encore passé comme un éclair. Pas un seul moment à moi pour venir ici gratter quelques lignes. Pourtant, maman est arrivée à bout de tout le travail du début du mois, et les bonnes viennent chercher elles-mêmes le linge de leur patronne. Mais il y a Augustine. Presque tous les soirs, elle me demande de l'aider à faire ses devoirs. Comme elle les fait sans avoir vraiment besoin de moi, je la soupçonne d'inventer ce prétexte pour m'obliger à rester avec elle. Elle déteste me voir monter ici, et encore plus quand je le lui interdis de me suivre. Elle a besoin de son grand frère, tu peux le comprendre, Léon, me dit maman, à chaque fois que je me plains qu'Augustine pleurniche et m'oblige à la regarder faire son travail de classe. Elle non plus, d'ailleurs, n'est pas mécontente. Elle préfère me savoir auprès de ma sœur plutôt que dans ce grenier où ce que j'écris lui paraît si mystérieux et même suspect. Gratter du papier pendant des heures, pour qui et pourquoi? Tu parles d'une lubie, répète-t-elle en s'affairant autour du fourneau de la cuisine. Je préfère ne rien répondre et attendre calmement qu'elle parle d'autre chose. Cet après-midi, je suis allée me promener avec Gustave, un gars de mon âge que j'ai connu sur le chantier. C'est en mangeant notre casse-croûte, assis sur un talus, qu'on a fait connaissance. Avec ses yeux rieurs et sa manière franche de planter ses dents dans le morceau de pain, je l'ai trouvé sympathique. Lui, il travaille comme peintre à la Galerie des Machines. Une halle immense où seront exposées les dernières inventions mécaniques lors de l'exposition. On dit que c'est un bâtiment exceptionnel. Jamais rien d'aussi grand n'a été construit dans le monde. Grâce à sa charpente métallique colossale, il couvre tout le champ de Mars dans toute sa largeur. Moi, je préfère la tour Eiffel, bien plus spectaculaire avec cette élégante façon de monter à l'assaut du ciel. Gustave aussi. C'est pour ça qu'il vient chaque jour depuis qu'il a été embauché,
pour l'admirer et observer sa progression. Les yeux ronds comme des soucoupes, il ne se lasse pas de la regarder s'élever, tout en mangeant et en s'extasiant la bouche pleine. Il m'envie de participer à une telle œuvre. Alors que je commençais à m'installer ici pour l'après-midi, Gustave, qui passait dans la rue, a sifflé dans ses doigts pour m'appeler. Il habite de l'autre côté des fortifications, à Issy. Dès qu'il veut gagner le centre de Paris, il passe par notre rue. C'est sur son chemin. Comme la foule des promeneurs, nous nous sommes dirigés vers le Champ de Mars, la nouvelle attraction du dimanche. Tous les Parisiens ont pris l'habitude de visiter l'énorme chantier pour voir son avancement d'une semaine à l'autre. Nous nous sommes fondus dans le flot, tout en prenant des airs entendus et en souriant avec l'envie de dire à chaque passant « Nous le voyons tous les jours, le chantier, car nous y travaillons. » Sans que je m'en rende compte, Gustave m'a entraîné du côté de l'école militaire, où se déploie dans toute sa largeur la fameuse galerie des machines. Je ne l'avais encore jamais vue d'aussi près. C'est vrai qu'elle est gigantesque, et, il faut bien le dire, majestueuse, avec son toit bombé et ses immenses verrières. Avec une certaine fierté et beaucoup d'explications, Gustave m'a fait faire le tour du bâtiment, un peu comme un propriétaire qui montre sa nouvelle acquisition. À l'arrière, en enjambant tant bien que mal les débris de ferraille et les monticules de terre qui n'avaient pas encore été évacués, il a déniché un endroit mal fermé, laissant un espace assez grand pour se faufiler à l'intérieur. Il s'y est engouffré. Je l'ai suivi, et nous nous sommes retrouvés à l'intérieur comme des garnements en train de désobéir. Je n'étais pas rassurée, mais Gustave rayonnait de joie, content de me faire découvrir l'espace démesuré et de me montrer toute la surface qu'il avait couverte de peinture. « Qui va là ?» Une voix puissante a brusquement retenti à proximité et nous a glacé le sang. Qui était-ce? Un intrus comme nous? Un gardien? Gustave a pris ses jambes à son cou. J'ai fait de même, pour aller me réfugier derrière un socle qui n'était pas encore fixé. Nous étions muets et pétrifiés. Nos deux cœurs battaient à tout rompre dans nos poitrines. Il me semblait qu'on n'entendait que dans cette halle immense. J'ai cru défaillir lorsque j'ai entendu des pas se rapprocher derrière moi. Je me suis alors élancée, telle une flèche, vers la brèche par laquelle nous étions entrés. Gustave a couru aussi comme un dératé, et nous avons été quittes pour une bonne frousse, suivis par de grands éclats de rire. Je t'avertis, Gustave, ne me demande pas de faire ce genre de visite sur la tour Eiffel. Jamais, tu entends, je ne prendrai ce risque, lui ai-je lancé en le quittant. Il a hoché la tête, et nous avons pris congé comme de vieux amis, en nous tapant dans la main.